Hello les amours! Comme je vous l'avais annoncé, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, donc du 25 au 31 mars, plus de 300 podcasteurs et podcasteuses francophones se mobilisent pour mettre en valeur une association de leur choix. C'est une très belle action et belle mobilisation et je suis ravie que Feel Positive y participe. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en valeur l'association Endo France et d'avoir pour invitée la présidente de l'association, Yasmine Kando. Endo France est la première association de lutte contre l'endométriose qui a été créée en 2001 en France. L'association est agréée par le ministère de la Santé et compte aujourd'hui 120 bénévoles et plus de 2000 adhérents. J'ai tenu à soutenir Endo France car je suis moi-même concernée par l'endométriose et la santé de la femme est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, on va donc découvrir cette belle association menée par Yasmine et son parcours personnel avec l'endométriose. Alors c'est parti, jingle! Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka MD, entrepreneur et fondatrice de l'application d'inspiration de voyage Odes. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas voyager, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Bonjour Yasmine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode spécial pour la première édition du podcaston. Comment allez-vous ? Bonjour Andrea, ça va très bien, je vous remercie. On est au mois de mars, c'est un peu chargé, mais tout va bien. J'imagine. Je suis vraiment ravie de vous avoir sur le podcast aujourd'hui pour en savoir un peu plus du coup sur l'endométriose, sur Endo France et également votre engagement avec l'association. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'est l'endométriose ? En fait, l'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse la cavité utérine et qui, chaque mois, va gonfler dans le but d'accueillir un embryon et va se détacher et former les règles s'il n'y a pas eu de fécondation. Et en fait, on parle d'endométriose quand on retrouve ailleurs que dans cette cavité utérine des lésions semblables à l'endomètre qui vont se greffer sur les organes. Alors, ça peut être derrière l'utérus, ça peut être sur les ovaires, sur les trompes, mais aussi sur la vessie, sur les intestins, le rectum, le vagin. Voilà, ça peut se greffer partout. Ça peut même remonter jusqu'au diaphragme. Et la particularité de ces cellules semblables à l'endomètre qui se greffent, c'est que du coup, elles vont entendre aussi le message hormonal envoyé par les ovaires chaque mois et se mettre à saigner en même temps que les règles. Et ces saignements, ils n'ont pas d'issue pour s'évacuer dans le ventre, donc c'est ça qui ne va pas et c'est ça qui, cycle après cycle, va former l'endométriose, va former des kystes, des nodules, des adhérences les adhérences vont emprisonner les organes entre eux, vont les rendre immobiles alors que dans le ventre tout est censé être mobile et c'est ça qui va créer des douleurs, de l'inflammation qui peut être responsable d'infertilité dans 40% des cas, mais surtout qui vont être extrêmement invalidantes et qui vont générer des symptômes en fonction des organes qui sont atteints. On va avoir des troubles urinaires si on a une atteinte de la vessie, des troubles digestifs si on a une atteinte intestinale. On peut avoir des douleurs au niveau, les atteintes au niveau du diaphragme, elles peuvent créer des douleurs à l'épaule droite, elles peuvent créer quand elles s'aggravent, des pneumothorax, des hémothorax. Donc voilà, tout ça, ça peut être très complexe. Et bien sûr, il y a des douleurs pendant les rapports sexuels, il y a une fatigue chronique qui s'installe. Tout ça, ça peut être extrêmement compliqué pour la personne qui souffre d'endométriose. Donc, la personne qui souffre d'endométriose, si elle souhaite avoir toutes ces informations, parce que forcément sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi, et les informations ne sont pas tout à fait correctes. On trouve beaucoup de fausses idées, dont là, j'imagine que le livre que vous avez écrit peut rentrer en jeu. Donc, on peut dire que voilà, si elle souhaite trouver une information correcte, la première chose qu'elle peut faire, c'est aller sur Endo France ou contacter un des bénévoles pour
à savoir voilà, si elle a l'endométriose, qu'est-ce qu'elle doit faire, quelles sont les démarches à suivre après les symptômes qu'elle soupçonne. Tout à fait. Après, il y a quelque chose d'important à dire aussi, c'est que bien sûr, toutes les douleurs de règles ne sont pas de l'endométriose, hein, il ne Mhm. faut pas dramatiser, mais effectivement, voilà, quand on a mal au ventre pendant les règles et qu'il y a une difficulté vraiment à agir dans le quotidien, il faut se questionner. On ne peut pas considérer cette douleur comme normale. Surtout si on a pris des médicaments j'allais dire, classiques, c'est-à-dire un antispasmodique comme le Spasfon, un antalgique comme le paracétamol, si on prend ces médicaments de base et que ça ne nous soulage pas, mais qu'on en vient à prendre des médicaments beaucoup plus forts, des anti-inflammatoires, même des médicaments qui contiennent de la codéine parfois même des opiacés, de la morphine, ça n'est absolument pas normal de considérer cette douleur-là comme normale et elle doit amener à consulter un médecin. Et bien sûr, pour être orienté vers un médecin qui connaît la maladie, qui connaît les symptômes, il vaut mieux se diriger vers les bénévoles de l'association Endo-France. D'accord. Super, merci Yasmine. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Endo-France, nous présenter en quelques mots et ses chiffres clés? Endo-France est une association qui a été créée en 2001. C'est une association qui est animée par 120 bénévoles répartis sur toute la France, mais également à la Martinique et à la Réunion, et qui a pour mission, 3 missions principales: soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va informer le public sur la maladie et on va agir auprès des professionnels de santé et des pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose. L'association, c'est aussi plus de 2800 adhérents qui nous soutiennent et nous suivent. Et puis, c'est aussi le soutien à la recherche, puisque depuis 2016, nous avons versé plus de 308 000 euros à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche endométriose. Ça, c'est aussi en partie grâce à notre marraine, Laetitia Milo, qui est actrice et auteure, et qui a souhaité débuter le financement de la recherche en 2016. Nous avons un parrain également, qui est Thomas Ramos, qui est joueur de rugby au Stade Toulousain et en équipe de France, et qui, lui, est venu vers nous pour porter la voix des conjoints et des conjointes, parce qu'il accompagne sa femme atteinte d'endométriose et il voulait montrer à quel point le rôle de l'accompagnant, de l'accompagnante était important dans une maladie, est important dans une maladie telle que l'endométriose. On sait que du coup, Endo-France est une grosse association, assez connue d'ailleurs, et j'imagine que le principal objectif, l'un des principaux objectifs, pardon, c'est de sensibiliser, la prévention. Mais au-delà de cet objectif-là, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les autres objectifs de l'association? Est-ce que ce seraient les missions que vous nous avez dit auparavant, donc soutenir, agir et informer? Alors, en fait, effectivement, tout va tourner autour de ces 3 missions. Notre mission principale, nous, c'est vraiment le soutien. C'est-à-dire qu'on est là vraiment pour répondre aux attentes des personnes qui apprennent qu'elles ont un diagnostic d'endométriose, qui ne savent pas ce qu'est la maladie, qui ont besoin d'explications, qui ont besoin d'être orientées. En fait, l'année dernière, en 2022, nos bénévoles ont répondu à 45 000 mails. J'arrondis un petit peu, hein, c'est 44 000 et des poussières, mais voilà, 45 000 mails, en sachant que nous sommes toutes bénévoles, que nous faisons ça le soir après le travail, que nous aussi nous sommes atteintes d'endométriose, que nous avons donc notre propre maladie à gérer. C'est un travail phénoménal et que je tiens encore à saluer d'ailleurs, parce que vraiment, 45 000 mails, c'est énorme. Donc c'est ça, c'est soutenir toutes ces personnes-là et puis soutenir nos adhérents en leur offrant des activités spécifiques, des ateliers qui vont pouvoir les aider à gérer au mieux leur maladie au quotidien. Enfin voilà, on est là vraiment pour les personnes atteintes et leur entourage. Et puis, bien sûr, on a une mission d'information plus large, donc ça passe par le biais de sensibilisation, à la fois sensibilisation en établissement scolaire, collège et lycée, école supérieure, pour informer les plus jeunes des symptômes qui ne doivent surtout plus aujourd'hui être considérés comme normaux. La douleur qui empêche d'aller au lycée n'est pas normale.
Donc ça, c'est un rôle important. Et puis, il y a les sensibilisations en entreprise, où là aussi, l'objectif, c'est de changer le regard sur les personnes qui sont en souffrance, parce que l'endométriose constitue une forme de handicap invisible dans des formes sévères. Et là, on est là aussi pour sensibiliser à la fois les employeurs, les employés, sur la difficulté et l'impact que la maladie a sur le quotidien. Et pour finir, notre mission d'information, elle est aussi au travers de 2 livres, Idées reçues sur l'endométriose, que j'ai rédigé en collaboration avec des médecins, co-rédigé avec des médecins qui répondent aux principales idées reçues que l'on peut avoir sur la maladie. Et puis, l'endométriose de Clara, qui là est davantage tournée vers le jeune public. L'idée, c'est de les amener à comprendre la maladie quand ils ont entre 15 et 25 ans. Mais ce livre, il est basé sur des témoignages réels. C'est un format BD pour être accessible, mais basé sur des témoignages réels et racontant la vie d'une jeune fille atteinte d'endométriose. C'est très intéressant de savoir cela car en tant que personne extérieure, on a fort à penser que du coup le but de l'association est que la sensibilisation et la prévention, mais en fait ça va vraiment au-delà de ça et il y a énormément du coup d'actions et de travail pour tous les objectifs que vous avez cités, donc l'information, le soutien, mais également la prévention et la sensibilisation en entreprise. Et ça, je trouve ça génial parce qu'effectivement, même en entreprise, on ne s'en rend pas compte, mais le fait est que nos managers soient au courant de la maladie pour leurs employés féminins, c'est très important. Et je sais que, par exemple, moi, dans mon travail au quotidien, c'est quelque chose que mon manager prête une grande intention et j'apprécie beaucoup. C'est vraiment quelque chose à savoir pour les auditeurs que Endo France actionne également en entreprise. Oui, tout à fait. L'endométriose impacte vraiment toutes les sphères de la vie, hein, qu'elles soient personnelles, sociales, intimes, affectives et bien sûr professionnelles. Hein, ça, c'est indéniable. Hein. Et c'est vrai que chaque année, on a un certain nombre d'actions et de sensibilisation. L'année dernière, on a organisé plus de 600 actions partout sur le territoire, à la fois en présentiel ou en visio, pour répondre justement aux besoins d'information et de soutien des personnes. Donc c'est très intéressant. On va parler des types d'événements que vous avez que Endo France a pu faire, donc pour le mois de la sensibilisation de l'endométriose, mais aussi en dehors de ce mois-ci. Je sais, Yasmine, que vous travaillez depuis un peu plus de 10 ans du coup pour Endo France. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi Endo France comme association? Alors, bien sûr. Alors, tout d'abord, je vais juste préciser une chose, c'est que moi aussi, je suis bénévole. Hein. Je travaille bénévolement, Oui. si je puis dire. Alors, en fait, j'ai rencontré Endo France en 2006, quand j'en ai eu besoin, parce que dans mon parcours, donc je suis atteinte d'endométriose, et dans mon parcours, ça a été très difficile à partir de 2006. Et là, j'étais complètement perdue. Et je me suis tournée vers Endo France, qui m'a expliqué les choses, expliqué la maladie, expliqué les potentielles conséquences, m'a aidé aussi à supporter toute cette solitude que je pouvais ressentir, tout ce désarroi, toute cette angoisse. Et j'ai reçu tellement que je me suis dit, moi aussi, je veux rendre ça, je veux aider les femmes qui sont en souffrance, je veux aider leurs familles et je vais m'engager. Donc, je suis devenue bénévole régionale en Normandie, où j'habite. Et puis, au bout de 6 ans, 6 ans, oui, je suis devenue présidente. J'ai candidaté, j'ai été élue présidente et ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans. Et, euh, voilà, j'ai beaucoup œuvré aussi pour faire d'Endo France ce qu'elle est aujourd'hui. Une association qui rayonne un peu partout en France et puis qui est extrêmement sollicité. Ça, c'est très difficile, hein, mais voilà, on est extrêmement sollicité. On organise tellement d'événements et on nous demande tellement de présence aussi dans les événements organisés par ailleurs que c'est un petit peu la difficulté quand on est bénévole, c'est de pouvoir tout concilier aussi. Oui. En tout cas, vraiment bravo pour votre parcours parce que c'est admirable de voir que vous avez été élu du coup président de l'association et ça fait déjà plus de 10 ans que vous faites cela bénévolement, donc c'est très beau et j'admire beaucoup ce que vous faites.
Et du coup, vous nous avez dit que vous avez joint donc Endo-France par rapport à votre histoire personnelle. Et c'est vrai qu'au final, c'est une réelle motivation de vouloir changer les choses lorsqu'on est nous-mêmes confrontés à la situation. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience personnelle avec l'endométriose? Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, c'est que l'endométriose, en moyenne, on met 7 à 10 ans pour la diagnostiquer. Ça, c'est un chiffre important parce que moi, j'ai vécu exactement ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à souffrir quand j'avais 16 ans et il a fallu 7 ans pour qu'enfin j'entende parler d'endométriose. Et pendant 7 ans, ça a été une véritable errance médicale. Je suis allée de médecin en médecin, généraliste, gynéco. Euh, les gens ne savaient pas ce que j'avais. Je faisais des échographies qui ne servaient à rien. Je faisais des examens sanguins qui ne servaient à rien, qui ne révélaient rien. On m'emmenait voir quand je disais que j'avais mal, quand je faisais pipi, j'allais voir des urologues, personne ne trouvait rien. J'allais voir des gastro-entérologues, personne ne trouvait rien. Et puis, un jour, en discutant avec une collègue de travail un peu plus tard, j'avais une vingtaine d'années, elle me dit bah, écoute, moi j'ai un super gynéco, tu devrais aller le voir, on ne sait jamais. Je suis allée voir son médecin et en m'écoutant juste, il a dit ça ressemble à une endométriose, ça pourrait bien être ça. Mais à l'époque, c'était dans les années 80, 90, on ne connaissait pas bien cette maladie, pour ne pas dire pas du tout. Et le médecin m'a dit bah, vous allez avoir des médicaments, on ne sait pas trop comment faire, bah, vous allez un peu faire le cobaye, on vous l'avoue. Mais bon, moi, à la fois, quand on m'a dit votre maladie réelle, j'étais soulagée parce que ça faisait 7 ans que j'allais de médecin en médecin, on me disait tout va bien. Pourtant, je souffrais, j'avais des troubles associés, c'était compliqué. Je me sentais pas en forme, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc, bah, pour moi, c'était un vrai soulagement. Mais en même temps, une inquiétude d'entendre, on ne sait pas trop ce que c'est que cette maladie, on ne sait pas trop comment on va vous soigner. On va tenter des choses. Moi, je suis de nature confiante et j'ai fait confiance à la médecine à ce moment-là. Donc, effectivement, j'ai essayé des traitements qui aujourd'hui ne sont plus prescrits parce que trop d'effets secondaires. C'est vrai que des traitements qui m'ont fait prendre énormément de poids, des traitements qui me mettaient en ménopause artificielle alors que j'avais 20 ans, c'était compliqué. J'ai eu plusieurs chirurgies parce que dès lors que l'on voyait un kyste, on disait, ah là là, c'est ça qui vous fait mal, on va vous l'enlever. Sauf que les kystes revenaient et que du coup, on me réopérait. La chirurgie n'était vraisemblablement pas complète et j'ai fini par faire une résistance au traitement, c'est-à-dire qu'au lieu d'apaiser les choses, les traitements amplifiaient le phénomène et la maladie se développait beaucoup plus vite. Donc, c'était un peu compliqué. Et après, voilà, chaque cas est unique aussi, hein, mais en ce qui me concerne, c'est un peu compliqué. J'ai eu beaucoup de souffrances physiques. On m'avait quand même dit à 23 ans, 24 ans, vous n'aurez pas d'enfant. Moi, c'est quelque chose qui était inconcevable pour moi parce que dans mon esprit, j'étais née pour avoir des enfants. Donc, je ne voulais pas croire que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et je crois que ça m'a aidée parce que je n'ai tellement pas voulu que mon cerveau enregistre cette phrase-là que je me suis dit en sortant du cabinet médical, c'est pas possible, j'aurai un enfant. Et, et effectivement, après une chirurgie, un des médecins m'a dit si vous voulez un bébé, c'est maintenant ou jamais. Ça tombe bien, j'étais stabilisée avec celui qui est le papa de mes enfants et mon mari depuis de nombreuses années maintenant. Et, euh, et donc, on a eu ce premier bébé sans trop de difficultés, ma foi. On m'avait laissé entre 6 et 9 mois et au bout de 6 mois, j'étais enceinte. Et puis, j'ai pris un traitement, enfin, j'ai pris une pilule entre mes deux grossesses. Puis, je suis à nouveau tombée enceinte parce que je souhaitais un deuxième enfant. Ce bébé est arrivé et là, je me suis dit, bon, maintenant, ça suffit, les médicaments, les hormones, stop, j'arrête et je ne prends plus la pilule et on fera autrement pour la contraception. Et en fait, ce que ne m'avait jamais dit le médecin qui m'a diagnostiqué, c'est que l'endométriose, ça peut être une maladie pour la vie, ça peut être une maladie qui récidive. Et donc, j'ai été prise à mon propre piège, si j'ose dire. Enfin, je pensais que voilà, j'avais eu des bébés, j'avais été opérée, ça suffisait maintenant, la maladie était partie. Ben non.
Elle n'était pas partie, elle s'était juste endormie. Et à partir de ma deuxième grossesse, et à partir du moment où j'ai arrêté les traitements hormonaux, pour moi, ça a été la descente aux enfers. J'ai eu de multiples atteintes. J'ai à nouveau été multi-opérée sans vraiment de succès. On a fini par me retirer l'utérus quand j'avais 36 ans parce que je ne pouvais plus marcher tellement j'avais mal, tellement je saignais. J'avais des saignements hémorragiques importants. Euh, Sans aucun tabou, parce que j'estime qu'il ne doit plus y avoir de tabou en 2023, la nuit, enfin, je saignais tellement que je mettais des serviettes de toilette en fait en guise de protection, des petites serviettes, des toutes petites serviettes en coton bien épais. Et au bout d'une demi-heure, j'étais obligée de me changer tellement elle était arrivée. Donc voilà, tout ça, c'était plus possible, quoi. J'avais 2 enfants en bas âge, il fallait que je m'en occupe, je travaillais. Un jour, je me suis vue, j'arrivais plus à monter l'escalier pour aller à ma chambre. Il y avait mes 2 enfants qui étaient là et le grand qui avait 8 ans qui me disait respire maman, respire, pense à la sophrologie comme quand tu nous en fais. Et le petit de 5 ans de me dire maman, est-ce que tu vas mourir, est-ce que tu vas mourir. Ah, ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit mais quelle image je suis en train de leur laisser, c'est quoi la qualité de vie, c'est quoi ma qualité de vie et qu'est-ce que je laisse à mes enfants. Donc là, je suis allée voir le chirurgien en disant, mais il faut faire quelque chose. Bien sûr, avant, j'avais réessayé des traitements, mais qui ne fonctionnaient pas vraiment, peut-être parce que j'avais trop attendu, je ne sais pas. Et du coup, j'ai décidé de me faire enlever l'utérus parce que j'avais une grosse adénomyose aussi. Euh, Parce que l'endométriose peut aussi se positionner dans le muscle utérin lui-même et ça fait ce qu'on appelle l'adénomyose. Et on peut avoir les deux. On peut avoir de l'endométriose ou de l'adénomyose, ou les deux en même temps. Et donc, moi, j'avais les deux. Et j'ai demandé à ce qu'on prenne déjà plus pour ne plus avoir cette pesanteur quotidienne dans le bas-ventre, cette douleur, ces saignements, etc. Avec l'hystérectomie, il y a 60% de mes douleurs qui sont parties, donc c'était chouette. Mais ça a déclenché beaucoup d'autres douleurs derrière. Et puis, tout, au bout de 6 mois après l'hystérectomie, à nouveau une vision d'endométriose. Donc là, c'était très perturbant pour moi. Je ne savais plus quoi faire. Donc, j'ai fait comme ça une histoire très difficile. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'au total, j'ai eu 11 chirurgies. La dernière, il y a 3 ans. Et que c'est très complexe. Et pour que toutes ces chirurgies, ça a déclenché des douleurs neuropathiques, puisque dès lors qu'on ouvre le ventre, on coupe des nerfs. Et donc, c'est la douleur neuropathique qui est difficile aussi à faire taire. Donc, voilà, c'est une histoire complexe, mais je l'ai acceptée. Je l'ai acceptée tant bien que mal. J'ai fait un énorme travail en thérapie. J'ai utilisé tous les soins de support que l'on peut utiliser. Euh, Parce que je le rappelle, la prise en charge, c'est vraiment une alliance thérapeutique entre les traitements hormonaux, antalgiques, la chirurgie, mais aussi tous ces soins qui vont nous aider dans le quotidien, comme la kiné, l'ostéopathie, la relaxation pour gérer la douleur, la sophrologie, l'auto-hypnose, tout ça, ce sont des outils formidables. Je suis suivie en santé antidouleur depuis des années, mais voilà, tout ça, ça m'aide aujourd'hui, malgré tout, à avoir une vie correcte, même si je n'ai pas un jour sans douleur. Mais voilà, et c'est parce qu'il ne faut plus que ces choses-là arrivent aujourd'hui que je me suis engagée dans l'endofrance et que j'en ai fait presque un combat personnel parce que, ben oui, c'est terrible une vie avec endométriose. C'est une vie de souffrance, pas seulement pour soi, mais aussi, pardon, ça m'émeut, mais aussi pour l'entourage. Ben voilà, les enfants, mon conjoint, mon mari voilà, qui a osé me dire aussi toute l'impuissance qu'il ressentait de me voir souffrir comme ça, quoi. C'est, ouais, aujourd'hui, c'est une maladie que j'intègre, qu'on l'a intégrée dans notre vie comme une personne à part entière et on fait avec. Mais voilà, enfin, je l'ai accepté, du coup, ça m'a ouvert aussi le champ des possibles, c'est-à-dire que voilà, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais la vie est ce qu'elle est, et la vie est belle, et
Et je ne suis pas toute seule et j'ai des gens autour de moi qui m'aiment et me soutiennent et c'est ça aussi qui permet d'avancer. Et je me dois pour eux de continuer à vivre le plus normalement possible. Voilà. Merci beaucoup Yasmine de votre témoignage. Ça me touche également beaucoup et ça m'émue également parce qu'effectivement, c'est un réel combat, l'endométriose, comme vous avez dit. Et on comprend encore plus votre engagement avec EndoFrance. Et je pense que tant qu'une personne n'est pas atteinte d'endométriose, elle ne peut pas forcément comprendre ce que l'on vit. Parce que vivre avec l'endométriose, c'est ne pas pouvoir faire du sport, c'est ne pas pouvoir sortir, c'est ne pas pouvoir assister à des repas de famille et toutes ces genres de choses. Et récemment, je parlais à une amie où justement, à mes dernières règles, j'étais clouée au lit et j'en pleurais parce que j'avais des engagements, je devais aller à des repas de famille, je pouvais pas y aller. Et rien que ça, enfin, c'est des petites choses simples de la vie, mais des choses auxquelles on tient. Et quand on dit qu'une maladie, effectivement, une maladie vous empêche de faire cela, c'est dur parce que c'est quotidien, c'est mensuel quand on a nos règles, donc c'est pas facile. Et parfois, l'expliquer, se justifier, tout le monde ne peut pas comprendre. Donc c'est un combat intérieur, c'est un combat qu'on doit mener. Et comme vous avez dit, on fait avec, on vit avec, malheureusement. Mais voilà, les choses changent et grâce à EndoFrance, on peut être très bien soutenu. Et merci beaucoup pour le travail que vous faites avec EndoFrance parce que c'est vraiment admirable et je pense que ça aide énormément de jeunes filles, de jeunes femmes, mais également les hommes d'être informés sur la maladie. Merci beaucoup, mais c'est très juste effectivement et je crois que toutes les bénévoles qui sont chez EndoFrance, elles s'engagent aussi avec leur trip, c'est le cas de le dire, pour que les choses évoluent et changent. Oui, tout à fait. Yasmine, ça fait 10 ans que vous travaillez pour EndoFrance. Est-ce que vous pouvez nous dire les progrès que vous avez vus depuis votre arrivée à l'association? Ah là là. Alors, je dirais qu'il y a eu plusieurs choses. La première, ça a été d'avoir une marraine qui donne sa voix pour notre cause. Quand EndoFrance, quand j'ai pris la présidence, nous étions 15 bénévoles et 260 adhérents. Là, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Aujourd'hui, on est 120 bénévoles pour plus de 2800 adhérents. C'est énorme. Et le jour où Laetitia Milo a accepté d'être notre marraine et a porté la cause de l'endométriose, en donnant une voix aux millions de femmes qui souffraient en silence, elle a permis aussi de mettre en lumière les actions de l'association. Et par exemple, le soir où elle a diffusé son documentaire Mon combat pour devenir maman sur TF1, on a reçu le soir même 500 mails, ce qui est énorme, ce qui est juste énorme. Et les choses comme ça ont commencé à prendre de l'ampleur à travers elle. Et ça a été vraiment le premier tournant pour l'association, mais aussi pour l'endométriose, parce que à partir du moment où une personnalité publique ose dire j'ai de l'endométriose et je vais vous raconter mon histoire, les médias s'intéressent à elle. Et le mot endométriose, il est entré dans le langage courant. Même si les gens ne savent pas exactement ce qui se cache derrière, au moins le mot endométriose, ils le connaissent. Et ça, déjà, c'était important. Je me souviens effectivement que lorsque Laetitia Milo elle a commencé à parler là-dessus, on a eu également aussi plusieurs personnalités qui ont commencé à parler de leur endométriose et que ça a commencé à en parler de plus en plus dans les médias et que tout le monde commençait à s'interroger qu'est-ce qu'est la maladie et ça a fait vraiment un gros boom. Donc j'imagine que avoir Laetitia Milo comme marraine, ça a été un grand changement donc pour EndoFrance au même moment pour le coup. Oui, tout à fait, c'est clair. C'est vrai que voilà, on a des personnalités comme Laurie, par exemple, aussi, la chanteuse, qui ont parlé de leur endométriose. Mais c'est clair que être accompagné par une voix publique comme ça, c'est vraiment important. Et puis ensuite, autre changement important, ça a été la prise de conscience du gouvernement au sujet de l'endométriose. On les sollicitait déjà depuis des années avec EndoFrance, des rendez-vous chaque année, des courriers chaque année. Mais enfin, 20 ans après, le président de la République parle d'endométriose.
il annonce une stratégie nationale à laquelle nous avons travaillé. Cette stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, on a passé plusieurs mois à la définir avec les équipes ministérielles, les médecins, les associations. Mais voilà, le président de la République s'empare du sujet. Et là, l'endométriose devient un enjeu de santé publique. Il a demandé à tout le monde de créer un réflexe endométriose. Donc, voilà, ce jour-là, quand je l'ai écouté, c'était ma victoire déjà. C'était 20 ans de combat d'Endo-France qui est aussi importante. Le deuxième point important qui marque vraiment un changement profond, c'est cette prise de conscience au niveau du gouvernement. Depuis la création de l'association en 2001, on a sollicité les pouvoirs publics. En 2003, on écrivait et on obtenait des rendez-vous avec le ministère de la Santé. On les voyait tous les ans, on avait des rendez-vous. On arrive à rencontrer enfin une ministre en 2019, c'était à l'époque Agnès Buzyn. Elle prend conscience vraiment à ce moment-là aussi du fait qu'il y a beaucoup de choses à faire pour l'endométriose et elle décide de créer ce pourquoi on a milité depuis quasiment la création de l'association, la mise en place de filières de soins dans les régions. En fait, on avait 3 demandes depuis le départ pour le gouvernement, c'était d'adapter la formation des médecins, de créer des campagnes de sensibilisation et de créer des centres experts pour la prise en charge de la maladie. En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation, les associations n'ont pas attendu l'aval du gouvernement pour créer leur propre support de communication, leur campagne sur les réseaux, etc. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas des réseaux sociaux et c'était plus compliqué. On aurait aimé avoir l'aide du gouvernement dès le départ, mais ça n'a pas été le cas. En ce qui concerne les filières de soins, effectivement, il a fallu attendre de rencontrer Agnès Buzyn pour que quelque chose se mette en place à ce sujet-là. Et puis, en ce qui concerne la formation des médecins, force est de constater que si l'endométriose souffre d'un retard de diagnostic de 7 à 10 ans, qu'il y a une errance médicale, qu'on mette autant de temps à diagnostiquer la pathologie, c'est aussi parce que les médecins n'étaient pas formés sur le sujet, que ce soit des radiologues, les médecins généralistes, les gynécos, certains ne connaissaient pas toutes les conséquences possibles de la maladie. Les chirurgiens, n'en parlons pas, il y avait beaucoup d'opérations qui étaient ratées parce que les gestes chirurgicaux trop complexes étaient mal menés. Donc, c'est la qualité de vie, finalement, au total de toutes les personnes atteintes qui est en jeu. Donc, adapter la formation des médecins, c'était une nécessité et ça a été vraiment notre cheval de bataille vis-à-vis du ministère depuis 2003. Et en fait, il a fallu attendre septembre 2020 pour qu'un décret paraisse intégrant l'endométriose dans les études médicales de second cycle. Ça veut dire que les premiers cours ont été donnés en 2021. Ça veut dire qu'il va falloir attendre une dizaine d'années avant que les médecins s'installent et sachent reconnaître l'endométriose dès la première consultation. Mais ça, c'était vraiment important qu'enfin quelque chose change à ce niveau-là. Et puis, il y a eu le point d'orgue, c'était la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Alors, c'est vrai que j'ai vu également que vous avez assisté, je crois que c'était à une conférence le 8 mars où vous avez dit que vous étiez très heureuse que c'était je pense, la déléguée du ministère de la Santé qui avait abordé ces trois axes de la stratégie contre l'endométriose. Du coup, quelles sont les actions et la démarche qui seront mises en place par rapport à cette stratégie ? Alors, la stratégie nationale, d'abord, nous y avons beaucoup travaillé, à sa définition avec les équipes ministérielles, avec les professionnels de santé, avec les associations. Et c'est vrai que quand le président de la République, le 11 janvier 2022, a dit « Je mets en place une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose », il a commencé son allocution en disant « Ce n'est pas un problème de femmes, c'est un problème de société ». Et il a raison. Là, en l'écoutant, ça a été d'abord une première émotion. On a gagné. Ça fait 20 ans qu'on attendait ça. Ça fait 20 ans qu'on attend que le gouvernement, plus haut niveau du gouvernement, puisse parler d'endométriose et puisse faire de l'endométriose un enjeu de santé publique. Ça, c'était vraiment important pour nous. Mais en fait, je me rends compte maintenant, voilà, ça fait un peu plus d'1 an, les choses
ont évolué et tout reste à construire en fait. On est à l'année zéro de la prise en charge de l'endométriose. Moi qui pensais que voilà, ça y est, le boulot de l'Endo-France était fini parce que ça y est, le chef de l'État avait pris conscience de l'endométriose et il annonçait des mesures. Mais nous, tout reste à construire. Alors, les 3 axes de la stratégie. Il y a d'abord un premier axe sur la recherche, faire de la France un pays avec une recherche d'envergure sur l'endométriose. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la recherche, on ne connaît pas les mécanismes, on ne connaît pas l'origine des causes de l'endométriose et du coup, on ne sait pas on ne sait pas cibler les traitements. Voilà, c'est ça. On ne sait pas cibler les traitements de l'endométriose. Tous les médecins le reconnaissent, hein, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, c'est vrai que comprendre la maladie, ça serait le point de départ, c'est le plus important. Et donc, j'ai rencontré la ministre Sylvie Retailleau, qui est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'Innovation, et qui nous a dit, voilà, il y a un programme et des équipements de recherche prioritaires qui vont être dédiés à la santé des femmes, à la santé des couples, et l'endométriose en fait partie. Il va y avoir plusieurs millions accordés à ce programme, et bien sûr, l'endométriose va en bénéficier. Donc ça, c'était déjà une première chose. Le deuxième axe de la stratégie, c'est la mise en œuvre des filières de soins dans les régions, dans chaque région de France. L'idée, c'est d'avoir un maillage territorial qui fait que, où qu'elle soit, la personne atteinte d'endométriose trouvera un interlocuteur pour la prendre en charge dans son parcours, au moment où elle en est, avec les besoins qu'elle a à ce moment-là. Ça, c'est primordial parce que ça va contribuer à limiter l'errance médicale. Ça va rendre visible des professionnels qui se seront formés entre-temps et qui pourront aider les patientes à trouver le bon interlocuteur, mais aussi à être orienté correctement, voilà, quel que soit son besoin. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a des filières qui sont déjà formalisées, qui fonctionnent, et d'autres qui sont encore en cours de construction, parce que bien sûr, c'est un travail important et de longue haleine. Il faut que tout le monde, tous les médecins, tous les professionnels de santé dans un territoire donné puissent s'entendre pour travailler en équipe. Et puis, le dernier point, c'est l'information et la formation du public. Alors, évidemment, les associations ont fait beaucoup. Il y a le site santépublique.fr qui est le site officiel de santé en matière le site officiel du ministère en matière de santé. Et ce site-là va donner des informations. Il y a un gros dossier endométriose avec beaucoup d'éléments d'ailleurs qui renvoient vers notre site. Et ça va informer le public. Et puis, dans la série formation, bien sûr, on a parlé de la formation initiale des différents professionnels, mais il va y avoir aussi toute la question de la formation continue, parce qu'il y a des médecins qui exercent déjà, qui n'auront pas reçu cette formation initiale. Et du coup, pour nous, c'était important de développer de la formation continue. C'est le cas maintenant. L'endométriose déjà est intégrée dans le dispositif de formation continue du médecin. Elle va donc être visible, alors que ça n'était pas le cas jusque-là. Et puis, il y a de plus en plus de programmes de formation qui sont développés par des médecins experts qui développent des diplômes universitaires endométriose. Il y a eu un MOOC aussi qui a été porté par le ministère de la Santé qui vise à former les médecins à partir des recommandations de santé de la Haute Autorité de Santé. Donc voilà, les choses vont évoluer petit à petit et c'est une bonne chose que la stratégie arrive enfin, même si pour nous, la première réponse, c'est il était temps. Voilà, il était temps d'agir pour la santé des femmes et la santé des personnes souffrant d'endométriose. Mais voilà, on est à l'ère zéro parce que c'est maintenant que tout se construit. Oui, c'est vrai que ça arrive un peu tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Et c'est vrai qu'il y a énormément de mouvements qui se fait, donc beaucoup d'actions qui vont être mises en place. Et donc, ça veut dire également énormément de travail pour Endo-France, pour les bénévoles. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les adhérents et bénévoles? Car les adhérents, donc j'imagine, ils adhèrent à une souscription, et donc les bénévoles, ils font cela bénévolement. Mais donc, du coup, ils ont
les deux ont des missions différentes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différences pour que nos auditeurs puissent la comprendre? Alors, en fait, le bénévole, il est aussi adhérent parce qu'il a d'abord choisi de soutenir une cause et soutenir une association, donc il adhère. L'adhésion, elle est à partir de 23 € à l'année et le bénévole adhère aussi. Mais le bénévole a des missions particulières, des missions d'abord pour répondre aux messages qu'il va recevoir et puis des missions d'organisation d'événements, organiser des rencontres amicales, des groupes de parole, organiser des conférences avec des médecins, des tables rondes avec des professionnels de santé. Tout ça, c'est la mission du bénévole, bien sûr représenter en France dans toutes les actions qu'il va mener. Et puis, les adhérents, ce sont les gens qui ont besoin d'informations, qui ont besoin d'être soutenus, qui apprécient l'association Endo-France et qui vont l'aider à mener à bien ses actions financièrement, puisque les adhésions, ce sont les seules ressources de l'association. C'est grâce à nos adhérents que nous pouvons chaque année mener nos actions, payer les frais administratifs de l'association, le site internet, l'hébergement du nom de domaine, les assurances, les locations de salles quand on fait des événements, etc. Tout ça, c'est grâce à nos soutiens, à nos adhérents. Et puis, on a énormément de donateurs et nos donateurs, grâce à eux, on continue à financer la recherche qui a été initiée en 2016 par notre marraine. Et on continue, c'est comme ça qu'on a réussi à atteindre ce coût de 308 000 €. Et puis, ils nous aident aussi à mener des campagnes de communication spécifiques. Par exemple, on a lancé il y a 2 ans une campagne d'affichage pour les infirmières scolaires avec une affiche qui reprend le petit personnage de Clara du livre L'endométriose de Clara et qui dit non, on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose. Voilà tous les symptômes qui doivent vous alerter. Et donc, c'est une campagne qu'on a transmis aux infirmières scolaires et les infirmières scolaires mettent ça à l'infirmerie et elles peuvent ainsi informer toutes les jeunes filles qui viennent à l'infirmerie parce qu'elles ont mal au ventre à cause de leurs règles. Et d'ailleurs, on participe aussi à la formation des infirmières scolaires et ça c'est important parce qu'elles sont aussi une porte d'entrée vers le diagnostic. Voilà. Donc, il y a aussi une troisième catégorie, ce sont les sympathisants, c'est-à-dire que nos missions, bien sûr, sont ouvertes à tout le monde. Donc, on a ce qu'on appelle les sympathisants, c'est tous les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui, à un moment ou à un autre, se tournent vers l'association et posent une question. Et puis, pour qui on organise aussi des conférences, des tables rondes, des groupes de parole. Mais pour nos adhérents, on va faire des événements spécifiques. Déjà, ils vont recevoir des infos juridiques, scientifiques, rédigées par des médecins. Ils vont recevoir une gazette d'information sur l'association. Ils vont recevoir des petits cadeaux qu'on leur fait. Par exemple, on leur a offert le livre Idées reçues sur l'endométriose quand il est sorti. Là, on vient de leur offrir une petite brochure sur une petite BD qui s'appelle Les mystères de l'endométriose, qui explique justement les différentes théories de l'endométriose. Et puis, on va leur proposer des événements réels pour eux. Par exemple, de discuter avec un médecin et de poser des questions. Alors, ça peut être un chirurgien, un gynécologue, mais ça peut être aussi une sexo, une kiné, un ostéo, voilà. Et puis, on va organiser des ateliers découvertes, par exemple, sophrologie, hypnose, pour qu'ils puissent tester, des cours de yoga aussi, pour qu'ils puissent tester et voir si ça les aide dans leur quotidien à vivre avec la maladie. D'accord, donc ça, c'est pour chaque sympathisant qui, s'il vous le demande, vous proposez ces actions-là. Voilà, c'est ça. Enfin, non, c'est même pas s'ils nous le demandent, c'est qu'on le fait de base. C'est-à-dire que chaque mois, nos adhérents sont invités à participer à des ateliers rien que pour eux. Et chaque mois, les sympathisants peuvent aller à un groupe de parole ou assister à une conférence quand elle est organisée dans leur région. D'accord, ok, c'est plus clair. En parlant donc des types d'événements que vous faites, donc ce mois-ci, on est le mois de mars, qui est le mois de sensibilisation de l'endométriose, qui est un mois du coup très chargé, j'imagine, pour vous et vos équipes. Comment vous préparez ce mois avec les bénévoles? Alors, effectivement, le mois de mars, c'est un mois vraiment extrêmement chargé, puisque je vous disais tout à l'heure qu'en 2022, on a fait plus de 600 événements sur toute l'année. Sur le mois de mars 2023, on a 115 événements partout en France. Donc, sur un mois, 115 événements, en sachant que le mois de mars débute chaque année par la Semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose.
Et là, rien que sur cette semaine, donc c'était du 6 au 12 mars, il y a eu 56 événements partout en France. Donc, vraiment, en fait, en 2004, nous étions la seule association en France. Il y avait quelques associations européennes et c'est ensemble qu'on a décidé de se dire, il faut créer un rendez-vous Mhm. pour l'endométriose. Et ce rendez-vous, ça a été cette semaine européenne où chaque mois, soit en commun de temps en temps, soit chacune dans notre pays, nous organisons des actions pour parler d'endométriose. Et puis depuis 2004, voilà, on en est aujourd'hui à la 19e semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Et c'est un rendez-vous qui perdure d'année en année, même si, vous pouvez bien vous en douter, depuis, on mène des actions toute l'année, pas seulement au mois de mars, parce que l'endométriose, c'est pas un rendez-vous annuel, c'est Mhm. un rendez-vous quotidien. Voilà. Exactement. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous avez cette semaine européenne, c'est vous et les bénévoles qui y assistent, ou est-ce que vous départagez, voilà, les bénévoles font quelques événements, puis vous en avez d'autres qui assistent à cette semaine-là. Comment sont départagées les tâches pour ce mois-ci? Alors, toutes les bénévoles sont actives, hein, c'est-à-dire que quand on est bénévole, on agit pour les autres. Donc, toutes les bénévoles vont organiser dans leur région un événement ou plusieurs tout au long de cette semaine et tout au long du mois de mars. Euh, et les bénévoles vont inviter leurs adhérents et les sympathisants, tous ceux qui se tournent vers nous à un moment ou à un autre, pour y participer. Voilà. Sur notre site internet, bien évidemment, on met tous nos événements et tout le monde peut s'inscrire. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du coup donc de l'importance de la sensibilisation, mais également du soutien, qui est une grande partie donc du travail de l'association pour que les gens soient bien informés, mais que les jeunes femmes se sentent également soutenues. Du coup, quelle place la sensibilisation prend chez Endo France? Alors, la sensibilisation fait partie intégrante de notre mission d'information. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. En fait, déjà, quand on répond à un mail, on va apporter une information, mais ça va aussi être une sensibilisation. Après, il y a des temps forts dans la sensibilisation. Il y a la sensibilisation des professionnels de santé. Par exemple, on nous a souvent demandé d'intervenir dans des congrès de kinés, d'ostéopathes, pour les sensibiliser sur l'impact de l'endométriose sur le quotidien et comment leur technique pouvait aider les patientes. On a sensibilisé bien sûr les infirmières scolaires avec des médecins pour leur expliquer la pathologie, pour qu'ils comprennent bien. On va sensibiliser les lycéens, on va sensibiliser les entreprises. Donc il y a plusieurs niveaux de sensibilisation, mais c'est quelque chose de quotidien. Quand je réponds à une interview, par exemple, c'est aussi une forme de sensibilisation pour le public qui lira l'article ou qui écoutera le podcast après. Donc, la sensibilisation, c'est partie intégrante de la mission d'information, en fait, et de la mission de soutien quelque part. Et puis, vous évoquiez tout à l'heure Thomas Ramos. C'est vrai que informer les conjoints et les conjointes, informer les familles, c'est quelque chose de très important. On voit bien que de plus en plus, hein, on a des hommes, des conjointes qui viennent en réunion de sensibilisation pour comprendre. Mais leur objectif, d'abord, c'est ça, c'est comprendre et se dire, mais comment je peux l'aider? Il y a une grande part d'impuissance pour le conjoint, parce que c'est une maladie qui effectivement se vit à deux, ou à plus, hein, quand on a une famille. Mais voilà, c'est une maladie qui impacte forcément la vie affective, la vie intime. Donc, et les conjoints et les conjointes ont besoin d'entendre ce qui se passe dans le corps à ce moment-là pour essayer de mieux aider, de mieux soutenir leur compagne. Donc, on en voit de plus en plus et c'est vraiment, je les félicite à chaque fois d'être là parce que bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer et bien sûr qu'ils peuvent aider la personne à aller mieux. Tout à fait. Ça se vit à 2 et je me souviens encore que lorsque moi j'avais mes rendez-vous, avec, mon spécialiste d'endométriose, lorsque mon partenaire il m'accompagne toujours, c'est vrai que c'est une force supplémentaire parce qu'on voit qu'on n'est pas tout seul au final, qu'on n'est pas toute seule et que la personne elle est autant intéressée que nous et qu'elle souhaite en savoir plus et qu'elle souhaite, nous aider dans ce combat tous les jours, ce combat quotidien et c'est important, comme vous l'avez dit,
qu'on soit accompagné. Avant de finir, du coup, Yasmine, est-ce que vous pouvez nous donner les contacts d'Endo-France? Si une personne veut contacter Endo-France ou faire un don, comment elle doit faire? Alors, c'est très simple, tout se passe sur le site endofrance.org. Il y a une rubrique pour adhérer, une rubrique pour faire un don, une rubrique pour devenir bénévole, parce qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. Alors attention, être bénévole chez Endo-France, ça prend énormément de temps, 600 événements à l'année à préparer, 45 000 mails à répondre, donc tout ça, ça prend du temps, c'est un engagement sur la durée. Bien sûr, on forme nos bénévoles, donc voilà, on les accompagne aussi pour mieux accompagner les autres. Mais voilà, ça prend vraiment du temps, c'est en moyenne 6 à 8 heures par semaine, donc il faut être conscient de cela. Mais on a toujours besoin de bénévoles pour nous aider. Donc là aussi, il y a un onglet devenir bénévole et puis on peut candidater, il n'y a pas de souci. Super. Merci beaucoup pour les contacts et merci pour votre participation à l'interview, Yasmine. Donc, j'imagine que vous allez terminer le mois avec énormément d'événements à participer pour la fin du mois de sensibilisation de l'endométriose. J'ai été ravie de vous avoir dans cet épisode et je vous souhaite bonne continuation. Merci beaucoup, Andrea. Merci à tous. Merci à vous de votre écoute et à bientôt. Quelque chose que souhaitait préciser Yasmine, c'est que son cas complexe l'a conduit à s'engager avec Endo-France. Mais n'oubliez pas que chaque cas est unique, la prise en charge s'améliore et toutes les endométrioses n'évoluent pas vers des formes sévères. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial. J'espère que cela vous a plu et que vous en avez appris plus sur l'association et que ça vous a encouragé à la soutenir. Je vous invite à visiter le site www.podcaston.org pour découvrir toutes les autres associations à travers d'autres excellents podcasts. Et c'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité et si vous le souhaitez, de faire une promesse de don pour l'association Endo-France sur endofrance.org, mais aussi sur podcaston.org où vous avez la possibilité de faire un don pour Endo-France. Merci beaucoup de votre fidélité à mon podcast. Vous êtes des auditeurs et des auditrices en or. On compte sur vous. À bientôt. Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.